Le médicament, c'est fait pour aider les gens. C'est fait pour les soulager. Parfois même, ça peut arriver à les guérir. Mais il y a des fois, parce qu'on le sait tous, c'est très compliqué, la médecine, où le mauvais usage du médicament peut conduire à des accidents. Ces accidents, vous le savez, ça provoque des hospitalisations. Ça peut même parfois provoquer des décès. Et en même temps, quand vous lisez la littérature sur ce sujet, vous êtes frappé par un chiffre. Et ce chiffre, nous tous qui nous sommes mobilisés depuis 4 ans, on ne peut pas le retirer de nos têtes. Dans 50% des cas, nous dit la littérature, ces accidents seraient évitables. Voilà, en 3 phrases, j'ai essayé de vous raconter ce qui nous a tous mobilisés, tous, vous allez voir qui nous sommes, sous forme d'un collectif, parce que c'est bien ça le premier sujet dont nous avons eu conscience. Si nous voulons un jour faire bouger les lignes en matière de bon usage du médicament, le médecin tout seul ne suffit pas, le pharmacien tout seul ne suffit pas, l'infirmier tout seul ne suffit pas, le kiné ne suffit pas, l'État tout seul ne suffit pas. C'est tous ensemble. Donc la première raison d'être de notre action, de notre association, c'est ça, c'est de réunir un collectif d'acteurs de santé, on a coutume de dire les acteurs de la chaîne du médicament, et ce sont leurs représentants, leurs présidents que je voudrais pour cette première partie appeler sur la tribune. Donc je vais vous demander de venir nous rejoindre, on a hâte de vous entendre. Sophie Sergent, si tu veux bien, membre du bureau national qui représente la FSPF, donc grand syndicat de pharmaciens. Au titre de la CSMF, son président, Jean-Paul Ortiz, président de la Confédération des syndicats médicaux français. Gilles Bonnefond, l'autre syndicat pharmaceutique, l'USPO, très grand aussi, l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Merci Gilles d'être là. Nous avons Michel Arnal, qui est vice-président du Conseil national de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes. Merci beaucoup, monsieur, d'être là. Pour nous, c'était une évidence que les kinésithérapeutes avaient des choses importantes à nous dire et à faire sur le sujet du bon usage du médicament, parce que vous savez, quand notamment des personnes âgées perdent l'équilibre, eh bien, il faut avoir le réflexe iatrogénie. Nous avons Philippe Lamoureux, directeur général du LEM, que je connais peut-être un peu moins que les autres, au titre des entreprises. Et puis Patrick Chamboredon, alors on m'a signalé juste avant qu'il était coincé dans le métro. Alors ça nous signifie 2 choses, non pas qu'il est président du Conseil national de l'Ordre des infirmiers, mais qu'il n'habite pas Paris. Sinon, il aurait su qu'il faut prendre certains métros très longtemps à l'avance. Il nous rejoindra. Et puis Claude Jandel, président du SNPG, c'est le Centre national des professionnels de gériatrie, qui doit avoir lui aussi un certain retard, puisqu'il n'est pas avec nous. Mais nous sommes déjà très nombreux. Vous incarnez, madame, messieurs, déjà à vous seuls un collectif. Et je lance le débat. Hein. Il est très simple à ce stade. Si la ministre avait été là en propos d'ouverture, d'ailleurs, nous aurions abordé les choses de la même manière. Qu'est-ce qui vous motive, Sophie, tous ceux qui parleront avant, à vous engager au titre de l'institution que vous représentez pour promouvoir le bon usage du médicament? Alors, Sophie. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui. Alors, qu'est-ce qui nous motive? En fait, il y a de nombreux items qui nous motivent parce que le bon usage du médicament conforte plusieurs points dans le cadre de la santé en France. Le lien ville-hôpital, c'est la réussite du virage ambulatoire. Le lien entre le patient et son ou ses professionnels de santé. On va parler de coordination interpro autour du bon usage du médicament. Le médicament, c'est aussi le lien social, la lutte contre l'exclusion et les personnes démunies à travers la prise en charge grâce à la couverture de l'assurance maladie. C'est aussi une responsabilité sociétale et environnementale. On va parler de ce qu'on fait du médicament, ce qu'il en reste, et là tous les acteurs sont concernés. C'est aussi la prévention des accidents à travers l'utilisation de la pharmacie familiale, et notre rôle en tant que pharmacien d'officine est fondamental. Et à travers l'ordonnance médicale, c'est véritablement le support de nos nouvelles missions, les entretiens pharmaceutiques, le bilan de médication, la prévention de la iatrogénie, l'éducation que nous, pharmaciens d'officine, en tant que maîtres de stage, nous pouvons apporter à nos jeunes étudiants qui apprennent leur métier, et cette transmission du savoir. Et je pense que
On est dans une évolution sociétale majeure où chacun veut mieux faire à son niveau. Et comme tu l'as dit, Eric, tout à l'heure, on ne pourra pas y arriver tout seul. Et c'est la raison pour laquelle nous, à la FSPF, nous avons vraiment ce souhait et cette envie de travailler ensemble sur les sujets. Et encore une fois, c'est ensemble que nous y arriverons. Merci, merci Sophie. Et je dois dire, je ne l'ai pas dit au début, mais vraiment, il faut le souligner, parce que si on ne le dit pas aujourd'hui, on ne le dira jamais. Ce n'est pas un collectif virtuel hein, ou un collectif officiel que vous avez devant vous. Ça fait 4 ans qu'on bosse sur le sujet, et nous avons tenu, je ne les ai pas comptés, mais à la fréquence d'à peu près une réunion tous les mois et demi ou tous les 2 mois, ce que nous appelons dans notre jargon le comité de pilotage. Et je peux vous dire que jamais l'assiduité n'affaiblit. On a fait même que recruter d'ailleurs de nouveaux membres. Donc merci de votre implication. Ce n'est pas juste une fois par an pour se le dire. On est tous là depuis 4 ans, tous les 2 mois ensemble pour faire avancer ça. Jean-Paul Ortiz. Alors les médecins sont présents, ils ne peuvent pas ne pas être présents évidemment dans cette affaire. Qu'est-ce qui, au titre de ton syndicat, et plus généralement on connaît tes implications, te motive toi dans ce combat pour le bon usage du médicament? Oui, merci. Deux idées et une perspective, une suggestion. La première idée, bien sûr, qu'on partage tous en tant que médecins et en tant que soignants, c'est la iatrogénie dont on a beaucoup parlé, on continue à parler, on sait combien le champ de la iatrogénie est un champ sur lequel on a des progrès à faire d'une façon collective. Et aujourd'hui, on a trop encore les conséquences d'un mauvais usage du médicament, en particulier, mais pas que, chez les personnes âgées, dépendantes, avec tout ce que ça implique sur l'ensemble de notre système de santé, à l'échelon individuel, en termes de santé, mais aussi collectivement et en termes de coûts. Une fois qu'on a dépassé ce qui peut être évident pour tout le monde, qui est celui de cette quête, de ce combat pour éviter la iatrogénie, la deuxième motivation, qui est à mon sens aujourd'hui sur la table et qui doit devenir un souci majeur, c'est celui de la pertinence. Le bon médicament au bon moment, au bon patient. Alors on a beaucoup parlé de l'antibiothérapie, avec un usage probablement, un mésusage assez généralisé, et on voit que par rapport aux autres pays européens, on a d'énormes progrès à faire. La pertinence, ça passe bien sûr par la formation, ça passe par la coordination de l'ensemble de la chaîne de soins. On parlait à l'instant des pharmacies dans nos familles, hein, et on sait combien ça peut poser problème. Mais c'est aussi un effort général de tous les soignants, et en particulier des médecins, pour utiliser le bon médicament au bon patient, en tenant compte de chacun de nos patients et des caractéristiques propres de chaque patient. Et puis le 13e point que je souhaiterais soumettre à la fois au comité de pilotage, mais aussi en termes de perspective de réflexion, parce que c'est un thème sur lequel j'avais travaillé il y a quelques années, et je me suis rendu compte qu'on a tort d'avoir raison trop tôt, mais ça revient, c'est le thème environnemental. La CSMF a fait un questionnaire dans le cadre du grand débat national, et dans le cadre de ce grand débat, donc, vous savez qu'il y avait un chapitre sur la transition écologique, et j'avais mis dans notre questionnaire national des questions sur l'environnement. Et j'ai été très étonné. On donnera les résultats en exclusivité mercredi prochain sur notre émission de télévision qu'on fait avec Fréquence M, dont je ne peux pas vous donner l'ensemble des résultats. Mais j'ai été très étonné de voir combien les médecins étaient sensibilisés à ces questions environnementales.
Et ces questions environnementales, elles tournent autour de quoi? Et certains pays se sont intéressés à ça. C'est justement l'impact du médicament sur l'environnement. Alors, on a beaucoup parlé du cancer de la prostate aux Antilles avec les insecticides pour les champs de bananes. Mais il n'y a pas que ça. On s'est beaucoup intéressé aujourd'hui sur les impacts du médicament sur la spermatogénèse et les chiffres extrêmement préoccupants qu'on a sur les spermogrammes aujourd'hui, en particulier dans nos pays occidentaux, mais pas que. Et certains pays ont élaboré des aides à la prescription qui intègrent ces notions environnementales. Et en particulier, le Stockholm Council a élaboré ce qu'on appelle un indice PBT. PBT, c'est persistance dans l'environnement. B, c'est bioaccumulation. Et T, c'est toxicité. Et j'avais à l'époque, quand j'étais président de mon URPS, récupéré cet indice PBT, puisque tous les médicaments sont classés en fonction de cet indice PBT. Et vous avez des LAP, des logiciels d'aide à la prescription, qui, lorsqu'un médecin de Stockholm fait une prescription, lui donne l'indice PBT et éventuellement un substitut avec indice PBT moindre, donc moins toxique en termes d'impact sur l'environnement. Alors ça peut paraître un peu décoiffant ce que je suis en train de vous dire et probablement trop en avance par rapport au thème, j'allais qualifier de rustique, qui est celui de la iatrogénie, mais je suis persuadé qu'un jour ou l'autre viendra où la société française va nous demander des comptes. Va nous demander des comptes à nous tous, nous prescripteurs, vous pharmaciens, etc. Qu'avons-nous fait de notre environnement avec nos produits? Quels sont les impacts et est-ce qu'on a réfléchi à tout ça? Et le bon usage du médicament, c'est bien sûr le bon usage du médicament pour un patient à l'échelon individuel. Moi, je souhaiterais, c'est une suggestion que je fais au comité de pilotage, que nous réfléchissions collectivement pour voir, bien sûr sans alourdir, sans rentrer dans une dérive administrative, bureaucratique de la prescription médicale, mais de voir comment ce dimensionnement-là qui est en train d'émerger dans notre société française, comment est-ce que ça peut s'intégrer? Comment est-ce que collectivement, on peut réfléchir à ce qu'au quotidien on fait avec notre prescription, notre ordonnance en matière d'impact des déchets, des médicaments sur l'environnement et des impacts que ça peut avoir en matière de santé publique. Et de ce point de vue-là, je trouve que l'indice PBT est un exemple, c'est un outil, c'est pas autre chose, mais ça me semble être intéressant de verser ce regard un peu original, cet angle un peu différent au débat et au comité du bon usage. Merci beaucoup Jean-Paul. Merci beaucoup d'abord pour l'engagement de la CSMF. Merci aussi pour des idées comme celle-ci. Le bon usage du médicament, dans notre acception en tout cas, c'est tout ce qui permet d'utiliser le médicament dans l'intérêt du patient, d'éviter qu'il ne lui nuise bien sûr. Et donc c'est par action directe sur le patient, mais aussi par action périphérique à travers l'environnement. Donc ce sujet nous paraît, j'imagine, à tous d'emblée infiniment pertinent et tu nous fais la proposition de l'embarquer dans nos réflexions, dont acte, vivement le prochain comité de pilotage. On pourra peut-être s'en saisir effectivement pour travailler là-dessus. Exactement. Alors ce comité de pilotage, cette association de bon usage, elle réfléchit beaucoup, c'est son premier rôle, mais pas que. Elle fait des programmes très concrets, on s'est beaucoup exprimé l'année dernière là-dessus, on ne voulait pas faire une redite aujourd'hui de tout ce que nous avons fait, développer des logiciels d'aide à la prescription, créer des réunions de partenariat entre médecins et pharmaciens jusque dans les régions, plein de choses très très concrètes et beaucoup des idées, je me tourne vers toi Gilles, qui ont été partagées au sein de ce comité de pilotage. J'imagine qu'elles ont été reprises par les syndicats et qu'elles sont aujourd'hui peut-être devenues des actes concrets à travers vos conventions.
Oui, d'abord, merci. Je voudrais revenir sur l'introduction qui a été faite et qui résume bien. Un médicament, c'est quelque chose qui est efficace, qui guérit. Mal utilisé, ça peut être un poison. Et aussi, un autre élément qui est important, c'est qu'il faut que le patient adhère à son traitement. Et s'il n'adhère pas à son traitement, c'est un échec. Donc notre travail, nous, pharmaciens, notre métier, notre excellence, c'est de rendre les médicaments les plus efficaces possibles en diminuant les risques. C'est ça qui fait le cœur de notre métier. Et d'ailleurs, nous avons commencé, mais par des choses très très concrètes, tu l'as dit, mais quelque chose qui sont passées totalement inaperçues. Changer le mode de rémunération du pharmacien, ne plus être payé à la boîte, à la marge commerciale, et être payé à l'acte de dispensation, nous amène logiquement à être incité au bon usage. Être incité à, quel que soit le prix du médicament ou quel que soit le volume, avoir une partie fixe sur l'acte de validation de la dispensation. Donc c'est un élément fondamental qui est dans une véritable stratégie d'accompagnement du bon usage. La convention pharmaceutique est un support extrêmement puissant puisqu'il emporte toute la profession. Et qu'est-ce que nous avons choisi dans la convention pharmaceutique? De nous adresser aux patients les plus fragiles. Bonjour, monsieur le directeur. Ça vous tombez bien. Donc, dans la Convention, nous avons décidé de nous adresser aux patients les plus fragiles, les personnes âgées, les personnes sous anticoagulants avec des traitements à fenêtres thérapeutiques étroites, les AOD, les chimiothérapies orales. Nous sommes en train de travailler donc, pour accompagner ces patients qui sont en difficulté avec des traitements compliqués, lourds, qui nécessitent un accompagnement particulier, à la fois, bien sûr, des prescripteurs spécialistes, du généraliste, des infirmiers, mais également des pharmaciens, pour permettre à ces traitements d'être efficaces. Améliorer l'observance avec des outils de préparation de doses administrées, faites à la pharmacie, et éventuellement dispensées à domicile quand le patient est en difficulté. Ce sont tous ces outils que nous avons à la fois déjà mis en place dans la Convention ou en préparation. Et ce qui est important aussi, c'est de... Voilà, on a vu le projet de loi santé qui est en plein débat, mais franchement, quand on remet sur le tapis le pharmacien correspondant, qui est celui qui va accompagner avec le médecin dans le cadre de protocole de soins le patient et se dégager de tâches administratives, de renouvellement d'ordonnances inutiles, etc., mais pour que le patient ait une réponse adaptée à la continuité des soins, sur les conseils pharmaceutiques, sur des soins non programmés, que l'on puisse, à travers des protocoles, répondre à la vraie demande du patient avec le médicament adapté et le partage d'informations avec le médecin, ça aussi c'est de la bonne organisation et ça permet d'être dans le bon usage plutôt que de faire des choses qui ne sont pas avouables. Le dossier médical partagé, c'est un outil qui va nous permettre de suivre, d'accompagner, de partager toute l'information. Le pharmacien, d'avoir la biologie, quand on délivre un anticoagulant, de ne pas savoir si le patient suit régulièrement un suivi biologique, c'est une prise de risque. Et donc, c'est un risque de mauvais usage. Donc voilà toute une série de points concrets. Et dans notre association, c'est important de partager ce que nous sommes en train de faire, parce que, bien évidemment, à travers des choses concrètes qui sont mises en place, c'est comment on les partage et comment on les rend, avec les autres professionnels de santé, avec d'autres acteurs, encore plus efficaces et encore plus rapides à mettre en place sur le terrain. Merci, c'était effectivement très concret, très éclairant. Alors, on voit que beaucoup de choses bougent. La sensibilisation est là, c'est un fait, et beaucoup de choses, d'actions concrètes sont mises en œuvre ces 2 dernières années. Je trouve qu'il y a un phénomène d'accélération considérable, notamment en ce qui concerne les pharmaciens, les médecins aussi, sûrement. Et pour autant, très vite, quand on a raisonné de ce sujet du bon usage du médicament, on s'est dit, mais il manque des acteurs autour de la table, qui sont des évidences pourtant pour qui connaît la réalité de la médecine praticienne. Ce sont les kinésithérapeutes et les infirmiers. Et nous sommes allés vous voir au Conseil de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes, et je dois dire que d'emblée, vous nous avez accueillis les bras ouverts parce que vous meniez vous-même une réflexion dans ce sens. Et nous étions à l'époque plutôt sur la sphère des sujets âgés, très sensibles à l'idée que un trouble de l'équilibre, un trouble de la marche, c'était un signe avant-coureur qui devait en premier lieu faire penser à un sujet iatrogénique. Et vous pouvez être de ce point de vue-là des alarmes extrêmement utiles et performantes, en lien toujours évidemment avec le médecin et le pharmacien. Donc on aimerait là, vous entendre, Monsieur Arnal, sur comment vous envisagez, vous, l'implication aujourd'hui des masseurs kinésithérapeutes sur ce sujet du bon usage.
Merci beaucoup. Effectivement, quand on parle kinésithérapie, on convient collectivement que nous ne sommes pas des experts en médicaments. Par contre, nous sommes des professionnels de santé de grande proximité avec les patients, puisque en général nos interventions sont de 20 à 30 minutes, notre durée de soins. Et lors de ces soins, bien sûr, il y a des actes techniques concernant notre cœur de métier, mais aussi des temps d'échange et des temps d'observation du comportement et de la fonctionnalité de ce patient. Alors, vous le savez, nous intervenons tant en cabinet, bien sûr, mais également au domicile des patients, dans leur environnement. Et effectivement, la contribution sur laquelle nous réfléchissons et comment l'optimiser, c'est un petit peu ce qu'on fait au quotidien, c'est-à-dire s'assurer de la bonne observance du traitement médical lorsque l'on va à domicile pour des patients qui ont des traitements au long cours. Il y a également la notion d'interaction médicamenteuse avec ce que vous évoquiez, c'est-à-dire des troubles d'équilibre, des troubles de coordination, qui parfois nous alertent et nous permettent effectivement d'en référer au médecin traitant. Et puis, une partie également intéressante, me semble-t-il, c'est l'ajustement du traitement médical au cours de la rééducation qui est préconisée, puisque vous savez que sur certaines pathologies, l'intervention du kiné va permettre effectivement une amélioration de la fonctionnalité et parallèlement à ça, pouvoir diminuer ou ajuster les traitements médicaux. Or, moi, ce rôle je dirais, d'alerte, de sentinelle que joue le kinésithérapeute me semble être excessivement important, d'autant plus que maintenant, ce que vous évoquiez, c'est-à-dire la communication, les échanges entre les professionnels de santé, démontrent que nos interventions peuvent contribuer effectivement au bon usage du médicament. Alors on a, me semble-t-il, des manques, c'est-à-dire une culture un peu du médicament, parce que c'est vrai qu'au cours de nos études, j'en parlais avec un de mes collègues tout à l'heure, au cours de nos études, nous ne sommes pas imprégnés de la culture médicamenteuse, et ce qui me semblerait être une piste sur laquelle on pourrait travailler. Et puis, en tant que Conseil de l'ordre, bien sûr, sensibiliser les professionnels à ce rôle de sentinelle sur le bon usage du médicament. Merci, et nous aurons l'occasion de revenir un peu plus tard dans une table ronde sur cet enjeu formidable de la formation. Et nous avons bien compris effectivement que les professions que vous représentez méritent une formation adaptée à ce double rôle effectivement de vigilance, parfois d'adaptation, en tout cas de lien avec les autres professionnels de santé. J'en profite pour dire, parce que je crois que c'est une idée intéressante à capter, au tout début de les actions du collectif, nous avons mis en place, vous vous souvenez, un e-learning qui est disponible d'ailleurs sur le site reflexiatrogénie.com à destination des collaborateurs officinaux. Parce qu'on s'était rendu compte que les pharmaciens, évidemment, c'est les grands experts, mais leurs collaborateurs qui faisaient face à la clientèle en officine, ils avaient besoin d'être alertés sur les signes d'appel de la iatrogénie. Je saigne, je tombe, j'ai des vertiges, j'ai des nausées. Voilà. Donc ce programme de e-formation serait parfaitement adapté. On pourrait l'imaginer aux kinés, aux infirmiers aussi. Je me retourne maintenant vers l'industrie pharmaceutique, que je connais pas très bien, comme je le disais, et vers Philippe Lamoureux, le directeur général d'ULEM. J'ai envie, Philippe, pardonne-moi, c'est une taquinerie, de te poser une question qui n'était pas prévue dans ce que nous avons préparé, mais sinon ce serait pas drôle. La première fois qu'on parle à un industriel du médicament de ce sujet, promotion du bon usage ou lutte contre la iatrogénie, il aurait pu avoir tendance à penser, mais qu'est-ce qu'on fait là ? On est juste en train d'expliquer qu'il va falloir consommer moins de médicaments, donc moins de boîtes. Qu'est-ce que les industriels viennent faire dans cette galère ? Alors, d'abord, avant de te répondre, je voudrais juste dire un petit mot pour souligner le caractère symbolique du lieu où nous sommes réunis ce matin, parce que je crois que ce n'est pas du tout neutre que la ministre ait accepté de nous prêter son amphithéâtre pour que nous échangions sur ce sujet, de même qu'il n'est pas neutre non plus que son cabinet soit présent à cette réunion. Donc je voulais vraiment remercier nos autorités de nous avoir ouvert cette salle magnifique. Deuxième élément, pour répondre à ta question, je dirais que le bon usage, il est pratiquement consubstantiel à notre vocation d'industriel. C'est-à-dire que
le rôle de l'industriel consiste à mettre à la disposition des patients des traitements qui vont, dans le meilleur des cas, guérir, tout au moins améliorer l'état de santé, soulager la douleur. Et donc, le bon usage fait intrinsèquement partie de l'activité industrielle. Alors, je ne sais pas si tu me donnes l'occasion de le redire ici. On entend souvent, parce que certains mythes ont la vie dure, que les Français surconsomment des médicaments. En réalité, quand on regarde les statistiques internationales disponibles, on s'aperçoit que tout se passe comme si les patients européens convergeaient vers un standard de consommation, c'est-à-dire que les Français consomment un petit peu moins année après année, même si sur certaines classes thérapeutiques, il y a de la surconsommation, alors que des pays qui étaient traditionnellement sous-consommateurs, comme par exemple l'Espagne, voient leur consommation plutôt augmenter, ce qui nous emmène vers un comportement un petit peu standard en matière de consommation de médicaments en Europe. Par contre, je suis à peu près convaincu que s'il n'y a peut-être pas de surconsommation, il y a probablement une très mauvaise consommation. Et ça, c'est quelque chose qui nous préoccupe. Le mésusage du médicament nous préoccupe parce que le médicament, c'est avant tout du bénéfice-risque. Et on le sait bien, vous le savez bien tous dans cette salle. Or, le mauvais usage du médicament modifie le bénéfice-risque du produit, il majore le risque et il en diminue très souvent le bénéfice. Alors il y a un mot qu'on n'a pas encore prononcé autour de cette table, c'est le sujet antibiorésistance, qui pour nous est un sujet de préoccupation majeure, qui est très largement lié à cette thématique de mésusage. Donc le mauvais usage, c'est l'augmentation des effets indésirables, c'est l'affaiblissement des effets bénéfiques, voire même dans un certain nombre de cas, il ne faut pas se voiler la face ici, des comportements addictifs liés aux médicaments, on n'en a pas encore parlé non plus. Et c'est vrai que dans les cas les plus graves, tu l'as dit en introduction, Eric, ce mauvais usage peut emmener à des hospitalisations. Le nombre de patients hospitalisés en urgence pour des causes de iatrogénie médicamenteuse est assez impressionnant, voire même des décès. Donc effectivement, cet engagement pour le bon usage, il fait véritablement partie de notre responsabilité, j'allais dire de notre responsabilité sociétale d'entreprise. Ce que je trouve tout à fait marquant, ce sont deux choses. D'abord, je pense qu'il n'y a probablement pas un mauvais usage, mais des mauvais usages du médicament. De la même façon qu'il n'y a pas une solution, mais des solutions. Et de ce point de vue-là, le fait que nous soyons tous réunis à cette tribune est très symbolique parce que personne, à lui seul autour de cette table, fût-il le prescripteur, ne détient la clé. Et c'est en mettant nos efforts tous en commun que nous allons pouvoir, je crois, commencer à pouvoir apporter des solutions à ce phénomène qui est avant tout un problème de santé publique. Et au moment où la ministre défend devant le Parlement sa grande loi de réforme du système de santé, eh bien, embarquons le bon usage du médicament dans cette thématique de modernisation et d'amélioration d'efficience de notre système de santé. Merci beaucoup, Philippe. Nous accueillons avec grand plaisir et nous vous avons excusé du retard pour des raisons de transport. Patrick Chamboredon, qui est le président donc, du Conseil national de l'Ordre des infirmiers. Et je voudrais tout de suite vous passer la parole, Monsieur Chamboredon, parce que vous êtes, au titre du Conseil national de l'Ordre des infirmiers, vous aussi, une des parties prenantes de ce collectif depuis le tout début. Je pense que vos propos rejoindront probablement celui de notre ami, le vice-président du Conseil de l'Ordre des kinésithérapeutes. Vous êtes au plus près des patients, de leur quotidien, donc vous avez très certainement ce rôle de sentinelle. Dites-nous en tout cas ce qui a motivé le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens à rejoindre cette association. Alors des infirmiers, excusez-moi, je vous prie d'excuser mon retard. Des pharmaciens partout depuis le début, c'est terrible. C'est probable. C'est un effet indésirable du traitement. C'est matin et soir pour vous. Donc, oui, m'excusez de mon retard, j'étais en déplacement à l'extérieur.
Et la RATP et la SNCF ont eu raison de ma ponctualité légendaire. Donc je suis vraiment désolé. Et effectivement, les infirmiers ont un rôle très important, mais un rôle, comme vous l'avez dit, pluridisciplinaire. On ne va pas travailler seul, parce que d'abord, on n'est pas prescripteur. Ça pourrait évoluer dans la loi de santé dont vous avez fait allusion. Jean-Paul ne me mord pas. Et effectivement, on est les plus proches observateurs, puisque nous sommes quand même H24, 7 sur 7, au plus près et au contact des patients et des usagers. Donc on est en charge de surveiller la iatrogénie et joue un rôle clé. Mais ce rôle clé, il est pluridisciplinaire. Et bon, moi, je suis très heureux d'être là aujourd'hui parce que finalement, on voit bien que les ordres ou les représentants des organismes professionnels sont tout à fait unis sur des sujets qui nous rassemblent tous, c'est-à-dire le bien-être et la qualité de vie du patient et sa prise en charge. Donc vraiment, moi, je me félicite d'avoir pu arriver et de pouvoir prendre la parole. Et j'insiste beaucoup toujours sur la pluridisciplinarité parce que de toute façon, c'est une chaîne et aussi bien les kinés vont nous alerter sur quelque chose que le médecin va prescrire qu'on ne va pas comprendre et qu'on va l'alerter pour lui dire que peut-être la posologie. Donc vraiment, on a toujours tout soutenu cette action-là et je suis un nouveau président et mon prédécesseur avait déjà initié cette démarche donc il y a 4 ans en venant avec vous. Habituellement, ce n'est pas moi qui me rends ici, mais je suis très content d'être venu là aujourd'hui. Je suis très content aussi parce que dans la loi santé, on voit bien que l'exercice des infirmiers pourrait être un peu modifié. Alors, en première lecture, on verra après le Sénat et on verra la mouture définitive. Mais c'est vrai qu'on pourrait être plus impliqué dans ce rôle de prescription ou de renouvellement. Donc de surveillance, c'est quand même une compétence qui est acquise aux infirmiers de par leur formation initiale. Il faut bien le rappeler. Donc on n'est quand même pas non plus... on est des professionnels de santé qui sachons faire les choses et qui le faisons sereinement. Donc moi, je n'avais pas beaucoup d'autres choses à rajouter par rapport à ça. Je regarde un peu mes notes, mais je n'avais pas... plus de choses et vraiment notre souci c'est le bien-être et la prise en charge du patient et de travailler vraiment en coordination parce que je pense que seul on n'est rien et qu'il faut être beaucoup et plusieurs pour la prise en charge et vérifier l'efficience et qu'il n'y ait pas justement de réhospitalisation ou de iatrogénie et les infirmiers sont de très bons observateurs de ça. Merci infiniment de votre implication et nous on peut vous renvoyer le fait qui nous avait surpris au début et maintenant c'est une habitude. Le nombre incroyable d'infirmiers et d'infirmières qui viennent sur le site reflexiatrogénie.com et qui, à partir de là, nous demandent de les aider dans des opérations. Alors, ce n'est pas toujours, évidemment, une communication nationale, mais qu'elles mènent dans les territoires, c'est un sujet à la mode, ponctuellement à l'initiative d'un SIAD, souvent. Voilà, alors on fait en sorte de leur produire des posters, on a même créé des magnettes, 10 conseils pour le bon usage, qu'on met sur les frigidaires, etc. Mais donc il y a beaucoup, il ne faut pas les sous-estimer, d'initiatives, et souvent de la part des infirmiers et des infirmières, pour s'intéresser à la question du bon usage du médicament. Alors, on parle justement des personnes vivantes dans les territoires. On sait le vieillissement de la population en France, et les personnes âgées représentent ce que, quand on s'intéresse au bon usage du médicament, nous appelons les populations fragiles. Les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées. Et donc, on a beaucoup travaillé plus spécifiquement sur ce thème des populations âgées. C'est pour ça que le Collège des gériatres nous a rejoints depuis le début aussi de cette opération. Claude Jandel a dû avoir un empêchement majeur, là aussi, de transport, puisqu'il n'est pas parmi nous. Mais peut-être, Xavier, tu es gériatre, beaucoup impliqué aussi dans le travail collectif des gériatres. Tu pourrais nous dire 2 mots, plus spécifiquement sur bon usage et personnes âgées. 2 mots très rapides, puisque là, oui, nous devrons laisser la parole ensuite. À la fin de ce premier thème, juste pointer le fait que nous avions commencé nos travaux justement sur la iatrogénie des personnes âgées et les études que nous avons menées ont montré qu'on peut, en faisant attention, faire baisser. Moi, je voudrais juste insister sur une seule chose. Je suis gériatre à l'hôpital et ça fait maintenant de nombreuses années que dans les hôpitaux se mettent en place des hôpitaux de jour gériatriques et je trouve que ça reprend et ça représente assez bien cette collaboration pluriprofessionnelle puisque en hôpital de jour gériatrique, comme ça nous est d'ailleurs imposé par nos référentiels, eh bien, le patient est accueilli par un infirmier. Il est vu ensuite pour la statique et la marche par un kinésithérapeute.
Ensuite, il y a aussi les diététiciennes, et ils ne font pas partie de notre groupe de travail, mais c'est aussi parfois important. Ensuite, nous demandons au pharmacien de regarder son ordonnance. Le gériatre le voit également. Et c'est une synthèse pluridisciplinaire que nous faisons, et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et je crois que ce que nous renvoyons à la fin de la journée, de la synthèse pluridisciplinaire d'un malade âgé qui est vu à l'hôpital, permet de dire que ce travail collaboratif, il s'enracine réellement dans les techniques professionnelles de chacun, il s'enrichit de chacun. Il faut continuer ce travail, et nous avons commencé à l'initier, et moi je trouve que ce qui est fait en collaboration dans les régions, mais les tables rondes d'aujourd'hui vont le dire, entre les pharmaciens d'officine, entre les médecins généralistes et sur l'ensemble du territoire, les confrontations et les réunions vont tout à fait dans le bon sens. N'oublions pas que lorsqu'une personne âgée est hospitalisée à l'hôpital, elle y reste 3 fois plus longtemps qu'une personne plus jeune, et que souvent, elle n'en sort pas. Voilà. Nous allons clore peut-être ce premier acte, je dirais. Je vais te repasser la parole pour la suite. Merci Xavier. Regardez l'ordonnance, révisez régulièrement l'ordonnance. Ce sont des thèmes que nous avons tous appris en nous penchant sur ce sujet passionnant. Je vais vous remercier, Madame, Messieurs, de votre participation à cette première table ronde. Vous pouvez rester là ou regagner vos sièges. C'est un moment important. Oui, voilà, on va vous applaudir.